Bonjour et bienvenue donc dans votre revue économique dans laquelle il sera question de l'offensive diplomatique autour de la guerre en Ukraine, de la prudence des banques centrales, de la montée en puissance de l'Inde comme fournisseur majeur de smartphones aux États-Unis et de la nette reprise des petites capitalisations européennes sur les marchés financiers. L'offensive diplomatique autour de la guerre en Ukraine connaît une brusque montée de tension. Après avoir initialement promis un délai de 50 jours à Vladimir Poutine pour progresser vers la paix, Donald Trump a dramatiquement réduit hier cet ultimatum à 10 ou 12 jours, dénonçant l'absence d'avancées réelles et renforçant la menace de nouvelles sanctions contre Moscou. Cette position américaine a provoqué une riposte cinglante de Dmitri Medvedev, ancien président russe et actuel vice-président du Conseil de sécurité, qui a averti publiquement sur X, je le cite, « Chaque nouvel ultimatum est une menace et un pas vers la guerre, non pas entre la Russie et l'Ukraine, mais avec le propre pays de Trump. » Cette déclaration vient à rappeler à Washington que Moscou ne se laissera pas dicter la cadence d'un processus de paix sous pression ni menacer impunément sur le terrain diplomatique ou militaire. À Kiev, cette fermeté américaine a été saluée. Volodymyr Zelensky estime que la crainte de sanctions reste un élément clé pour contraindre le Kremlin. Mais la rhétorique belliqueuse de Medvedev traduit un durcissement de la posture russe dans un contexte d'échec des médiations et d'enlisement militaire. La surenchère d'ultimatums et de menaces marque un tournant inquiétant, illustrant l'impasse d'un rapport de force où l'escalade verbale pourrait précéder une aggravation du conflit directement ou par acteurs interposés. La pression internationale croît, mais la fenêtre diplomatique semble plus étroite que jamais. La suite de la semaine s'annonce décisive sur le front monétaire et ce des deux côtés du Pacifique. La Réserve fédérale américaine devrait en effet maintenir ses taux inchangés lors de sa réunion de juillet qui débute aujourd'hui et qui se finira demain malgré des dissensions internes croissantes entre partisans du statu quo et partisans d'une baisse des taux dès cet automne. Les indicateurs économiques mitigés alimentent le débat, mais le consensus table sur une future détente monétaire vers la fin de l'année si l'inflation reste sous contrôle. Au Japon, la Bank of Japan est également attendue sur le maintien de sa politique avec un taux directeur laissé à 0,5%. Cependant, le récent accord commercial avec les États-Unis qui réduit l'incertitude sur les exportations japonaises offre à la Bank of Japan une marge de manœuvre accrue pour envisager un resserrement progressif dans les prochains mois. Entre une inflation persistante et la nécessité de soutenir la croissance, la Banque centrale nippone doit doser son action. Ce double statu quo relatif souligne, dans un contexte de reprise fragile et de tensions commerciales apaisées, la prudence des grandes banques centrales. Leurs prochaines décisions dépendront étroitement de l'évolution des données économiques internationales et des effets de la politique commerciale sur la dynamique mondiale. Pour la première fois, au deuxième trimestre 2025, l'Inde est devenue le premier fournisseur de smartphones aux États-Unis, représentant 44% des importations américaines contre 25% pour la Chine. Cette inversion historique s'explique par un triple mouvement, la montée en puissance industrielle de l'Inde, la stratégie de diversification d'Apple et surtout l'impact des droits de douane de 25 à 30% imposés par Washington sur les produits chinois. D'un point de vue technique, Apple a expédié près de 3 millions d'iPhones depuis l'Inde en avril, contre seulement 900 000 depuis la Chine, marquant une chute de plus de 70% des volumes chinois. Ainsi, la chaîne de valeur mondiale se réorganise, avec un effet d'éviction de la Chine au profit de l'Inde, désormais intégrée comme plateforme d'assemblage à haute valeur ajoutée. Sur le plan économique, cette dynamique s'observe dans les flux commerciaux. 21,3 millions de smartphones indiens ont été exportés vers les États-Unis entre janvier et mai 2025 pour un total de 9,4 milliards de dollars, soit une progression de presque 300% en un an. Par conséquent, cette bascule illustre un phénomène plus large de relocalisation stratégique des chaînes de production, combinant arbitrage fiscal, logique de friendshoring et montée en gamme industrielle. L'Inde, grâce à sa main-d'œuvre bon marché et ses incitations fiscales, capte aujourd'hui une partie croissante de la valeur ajoutée technologique autrefois concentrée en Chine.
Enfin, après plusieurs années de retard, les petites capitalisations européennes reprennent des couleurs depuis le début de l'exercice 2025. Ces sociétés, dont la capitalisation reste modeste, affichent une dynamique de marché nettement plus forte que celle des grandes valeurs, ce qui attire de plus en plus d'investisseurs. Ce retournement s'explique en grande partie par la politique monétaire accommodante de la Banque centrale européenne. La baisse des taux réduit le coût du financement, favorisant les entreprises plus exposées à la croissance domestique et aux secteurs innovants, un terrain privilégié des petites et moyennes capitalisations. Sur le plan technique, les indices spécialisés comme le MSCI Europe Small Cap affichent une progression de plus de 10% sur l'année, doublant presque la performance des grandes capitalisations. Cette tendance est par ailleurs renforcée par une rotation sectorielle qui profite aux secteurs industriels, technologiques et de la santé. Côté valorisation, les petites capis restent attractives. Leur ratio court-bénéfice, le fameux PER moyen, tourne autour de 14 contre 18 pour les grandes valeurs, ce qui traduit une prime de risque historiquement élevée, mais aussi un potentiel de rattrapage. Toutefois, la volatilité de ces titres est plus importante et leur liquidité plus faible, ce qui demande une gestion rigoureuse et une sélection pointue. En résumé, la revanche des petites capitalisations européennes s'inscrit dans un contexte favorable, mais elle nécessite vigilance et expertise pour saisir pleinement les opportunités offertes. Regardons désormais ce à quoi les investisseurs seront attentifs aujourd'hui et globalement, ils resteront attentifs aux données américaines sur l'emploi, sur les données, sur la balance commerciale de juin, toujours aux États-Unis, à la confiance des consommateurs du Conference Board. Et je vous rappelle qu'aujourd'hui marque le début de la réunion de 2 jours de la Réserve fédérale américaine, mais également de la Banque centrale nippone. Côté publication d'entreprises, en France, Essilor, Rexel, Vicat et Limiboard L'Oréal, Air Liquide, Orange, Kering, Amundi publieront leurs résultats aujourd'hui. Côté États-Unis, on attend les publications de Visa et de Boeing. Sinon, attardons-nous désormais sur ce qui s'est passé hier sur les principales places financières de la planète. Et en Europe, les principales places financières ont terminé en repli, effaçant leurs gains initiaux sur fond de digestion prudente de l'accord commercial entre l'Union européenne et les États-Unis. Si ce compromis permet d'éviter une escalade immédiate, il est perçu comme très déséquilibré par plusieurs responsables européens, notamment en raison de l'absence de dispositions sur les services. Ce flou nourrit les incertitudes des marchés déjà confrontés à un environnement géopolitique instable. Dans ce contexte, les places boursières ont évolué dans un climat de prudence. Les négociations sino-américaines ont par ailleurs été prolongées de 3 mois, devraient être prolongées de 3 mois, puisque le troisième round de négociations qui s'est ouvert hier à Stockholm se poursuit aujourd'hui, laissant espérer une détente commerciale. Mais les investisseurs restent en attente des orientations monétaires de la Réserve fédérale américaine et de la Banque du Japon. Parallèlement, la saison des résultats continue de rythmer les séances, forçant les opérateurs à jongler entre données microéconomiques et tensions macroéconomiques. Dans ce contexte, le CAC 40 a reculé hier de 0,43%, le DAX a cédé 1,02% et le FTSE a, lui, reculé de 0,43%. À Wall Street, les principaux indices actions ont atteint de nouveaux records hier après l'accord commercial signé par le président Donald Trump avec l'Union européenne, accord qui a éliminé le risque d'une guerre commerciale majeure entre ces deux grandes économies mondiales. Le Nasdaq a ainsi établi son, tenez-vous bien, 14e record ce mois-ci, porté par la progression du secteur des semi-conducteurs, tandis que le S&P 500 a enregistré son 6e record consécutif. Le Dow Jones a, lui, cependant clôturé en léger repli. Plus précisément, le Nasdaq a progressé de 0,33% à 21 178 points, atteignant ainsi un nouveau record historique. Le S&P 500 a également franchi un nouveau sommet à 6 389 points avec une hausse plus modérée de 0,02%. Quant au Dow Jones, il a lui reculé de 0,14%, clôturant à 44 837 points. Sur les marchés pétroliers, les prix ont enregistré une hausse notable hier, soutenue par l'accord commercial entre les États-Unis et l'Union européenne. Cet accord qui évite l'imposition de droits de douane de 30% sur les importations européennes renforce les perspectives de demande énergétique mondiale. Cet optimisme est également alimenté par l'engagement de l'Union européenne à acheter 750 milliards de dollars d'énergie aux États-Unis sur 3 ans, visant notamment à remplacer le gaz russe. Les investisseurs attendent désormais la réunion de l'OPEP+, prévue le 3 août prochain, où une nouvelle hausse de
de l'offre pourrait être décidé en réponse à la demande croissante. Cependant, les prix restent vulnérables à une offre plus abondante, notamment si l'OPEP+ choisit d'augmenter sa production. Ainsi, bien que les perspectives de demande soient favorables, l'équilibre entre offre et demande continuera de dicter l'évolution des cours du pétrole dans les semaines à venir. Dans ce contexte, le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison septembre a gagné hier 2,3% à 69,32 $. Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate pour livraison le même mois, a connu la même évolution puisqu'il a engrangé 2,57% à 66,97 $ l'unité. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 29 juillet. Juste après, comme vous en avez l'habitude, nous retrouverons les Market Movers de Guillaume Lydie. A tout de suite sur Téléfinance.